D'abord, donc bonjour à tous les participants et à ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube de Commun Français. Alors, pourquoi ce webinaire? Eh bien, dans les livres de la collection à l'épreuve, je consacre un livre pour chaque épreuve, pour travailler de manière approfondie chacun des exercices. Donc, si vous voulez, c'est une collection qui est un petit peu comme comme des outils complémentaires au manuel habituel de préparation au DELF et DALF. Bon, comme vous le savez, surtout au niveau C, niveau C1, C2, en général, les méthodes traditionnelles proposent les deux niveaux et toutes les épreuves dans un seul livre. Donc moi, j'ai trouvé intéressant de consacrer un livre par épreuve pour pouvoir travailler la méthodologie à fond. Donc par exemple, la méthodologie de synthèse, qui est quand même assez particulière. Alors, j'ai déjà fait des webinaires sur les aspects méthodologiques. Vous pourrez revoir ces webinaires en suivant les liens que je vous indique dans le panneau de discussion. Sur YouTube, vous allez les trouver dans la description de la vidéo. Mais dans cette collection, dans chaque livre, je propose aussi des activités intermédiaires. Autrement dit, ce sont des activités sur des points linguistiques qui sont utiles pour mieux réussir l'épreuve. Alors, ces activités sont intégrées dans la préparation à l'exercice. Donc, ce n'est pas pour faire de la grammaire pour la grammaire, mais c'est dans un but pratique. Alors, par exemple, dans le livre Production orale d'ALC1, en plus des techniques de l'exposé, je propose des activités intermédiaires pour travailler les expressions du point de vue, les connecteurs et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est mettre en valeur des arguments. Alors, c'est la première fois que je fais un webinaire sur ces aspects plus linguistiques. Donc, ça m'a semblé intéressant de vous proposer ce sujet. Et puis, bon, je vois que vous êtes nombreux à venir, donc visiblement, il y a un certain intérêt pour ce sujet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre en valeur? Qu'est-ce que c'est mettre en valeur des arguments? Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, le mieux, c'est de prendre tout de suite un exemple. Alors, j'ai pris un exemple volontairement simple. C'est plutôt un exemple de niveau intermédiaire pour bien expliquer le principe. Alors, si on compare ces deux phrases, est-ce qu'elles expriment la même idée? Eh bien, dans le fond, c'est à peu près la même idée, mais dans la forme, ce n'est pas du tout la même chose. La première phrase est plutôt une opinion exprimée très simplement. D'ailleurs, on n'est pas certain que ce soit une opinion, c'est peut-être aussi un fait ou tout simplement, ce n'est pas très clair. Mais la phrase B, elle, exprime une opinion avec beaucoup plus de force. Voilà une loi qui ne passera pas en France. Là, je dis que cette loi est vraiment impossible. Donc, mon argument est exprimé avec beaucoup plus de force. Donc là, on utilise un procédé très simple qui s'appelle mise en relief, avec voilà et qui. Bien sûr, il faut aussi ajouter une intonation qui va essayer de convaincre. Les intonations, c'est très important pour mettre en valeur des arguments. Bon, ça sera peut-être un autre sujet de webinaire. Donc, mettre en valeur, j'entends mettre en valeur, c'est argumenter avec plus de force, renforcer les idées pour être plus convaincant. Alors, je vous propose de voir 6 procédés différents. Ça sera l'occasion de revoir des procédés de mise en relief de niveau intermédiaire. Ça fera une petite révision, c'est pas mal. Et je proposerai aussi un bonus à la fin de ces 6 procédés. Donc, mise en relief, mais pas seulement. C'est pour ça que je préfère parler de mise en valeur avec des procédés beaucoup plus complexes et plus larges. Alors, pourquoi mettre en valeur des arguments? Bien, si on regarde notamment les critères d'évaluation
pour la production orale à partir du DELF B2 et surtout C1 et C2. On demande de bien varier les constructions de phrases et le candidat doit montrer une maîtrise des structures complexes, hein, des phrases complexes. Mais au-delà de l'aspect simplement linguistique, hein, où on va utiliser ces structures, non pas simplement pour les utiliser pour le plaisir, mais pour exposer et défendre ces idées plus efficacement. Donc le but, c'est d'assurer un exposé et des réactions dans un débat qui soit plus dynamique, hein, pour maintenir l'attention du jury. Alors, les procédés qu'on va voir aujourd'hui sont peut-être connus déjà, mais enfin, mon expérience d'enseignant et mon expérience d'examinateur aussi montrent que souvent, même si ces procédés sont connus, ils ne sont pas souvent utilisés par les candidats. Hein, on a très souvent à l'examen des exposés qui sont un petit peu monotones, où il n'y a pas beaucoup de variations des phrases et des structures qui permettent de mettre en valeur des arguments. Donc voilà l'objectif de ce webinaire, hein, c'est d'inciter, d'encourager à utiliser davantage ces procédés de mise en valeur, de les travailler, hein, de façon plus systématique, surtout à l'oral, hein, où c'est beaucoup plus difficile. Donc, premier exemple, comme dans l'exemple que j'ai donné précédemment, hein, on a ici un procédé simple de mise en relief. Hein, donc, on va faire une petite révision. Vous avez un présentatif, c'est ou voilà. Alors, voilà est toujours suivi d'un nom et ensuite, vous avez un pronom relatif. C'est un emploi plus large. Hein. On peut utiliser avec un nom ou bien avec un groupe de mots. Donc, par exemple, ici, vous voyez que c'est grâce à des cours particuliers que j'ai relevé mon niveau en orthographe. Vous avez une mise en relief de grâce à des cours particuliers, hein, qui est placée entre c'est et que. Donc, ce procédé de mise en relief très simple va permettre de mettre en valeur la cause qui est exprimée ici. Donc, mettre en valeur, hein, c'est-à-dire on va souligner que c'est cette cause précisément, et pas une autre, hein, qui a permis de relever mon niveau en orthographe. Alors, je vais vous proposer déjà une première activité. Hein, pour chaque procédé, vous aurez une petite activité de reformulation. Alors là, je vous propose de reformuler cette phrase en mettant en évidence la cause, hein, car elles sont plus mûres. Alors, je vous invite à répondre et à rédiger cette phrase dans le chat. Allez-y, je vous laisse une petite minute pour répondre dans le panneau de discussion, de reformuler cette phrase. Donc, la bonne réponse était « c'est parce qu'elles sont plus mûres que les filles réussissent mieux à l'école ». Alors ici, il y avait un petit piège, hein, bien sûr. On ne peut pas dire en français « c'est car hein ». Car est un connecteur, on ne peut pas l'introduire par un autre mot. Donc ici, il fallait changer « c'est parce qu'elles sont plus mûres que les filles réussissent mieux à l'école ». Donc c'est bien, il y a pas mal de bonnes réponses. Alors deuxième procédé, le pronom neutre, ce suivi d'un pronom relatif et avec c'est dans la deuxième proposition. Alors là, j'ai une première phrase qui est purement informative. Hein. La dictée fait peur aux élèves. Alors, dans la phrase A, vous reconnaissez un procédé de mise en relief très simple. Hein. C'est la dictée qui fait peur aux élèves. Bon, ça, hein, c'est de niveau A2, B1 maximum. Hein, c'est très simple. Mais procédé un peu plus complexe, je vais employer un pronom neutre. Alors, ce qu'on appelle pronom neutre, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'accorder. Hein, ce sera toujours ce. Hein, il n'y aura pas de cette ou c'est
comme l'adjectif démonstratif. Donc, par exemple, ce qui fait peur aux élèves, c'est la dictée. Alors, ce deuxième procédé, il est plus intéressant parce qu'il permet de bien mettre en valeur l'idée de peur et en même temps de mettre en valeur l'objet de cette peur, c'est-à-dire donc la dictée. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut bien choisir le pronom relatif selon le verbe qu'on emploie. C'est pour ça que je vois rarement des candidats utiliser cette structure, peut-être parce qu'il y a une certaine insécurité, hein. Là, la dictée fait peur aux élèves, c'est facile, hein. Ce qui fait peur aux élèves, ça va. Mais si j'ai par exemple un verbe comme faire attention, donc là, on a une structure, ça va être ce à quoi, hein, il faut faire attention, hein. Donc ce n'est pas forcément aussi simple que ça en a l'air. Donc une petite activité, donc là encore, vous donnez votre réponse dans le chat. Donc, les élèves ont besoin de croire en leur capacité. Hein, vous reformulez cette phrase dans le chat. Donc là, attention, il fallait répondre ce dont, hein, les élèves ont besoin. Hein, ce dont, ici, avoir besoin de. Donc, le pronom relatif qu'il faut choisir ici, hein, qui est correct, c'est dont, hein, ce dont les élèves ont besoin. Remarquez que lorsqu'on a un verbe avec une préposition comme à ou de, hein, il faut répéter la préposition, hein. Si on veut parler correctement, c'est ce dont les élèves ont besoin, c'est de croire en leur capacité. Procédé suivant, hein, troisième procédé. Ce n'est plus un procédé de mise en relief, hein, mais cette fois, on peut déplacer un élément en début de phrase. Donc, par exemple, hein, les effets des écrans sur les enfants, je suis certain qu'on les sous-estime. Alors, par ce procédé, je vais attirer l'attention sur un aspect particulier, hein, d'un problème. Donc, on peut déplacer un groupe nominal, comme ici, ou dans le deuxième exemple, on peut aussi déplacer une proposition complétive, hein. Donc, il est évident que les Français sont de plus en plus mauvais en orthographe. Et là, donc, on peut mettre la proposition complétive au début de la phrase pour la mettre en évidence. Et alors là, attention, vous voyez que dans ce cas, on va utiliser le verbe doit être mis au subjonctif, hein, que les Français soient de plus en plus mauvais en orthographe, c'est évident. Alors, c'est avec une intonation, hein, sur c'est évident, hein, pour renforcer l'idée. Donc voilà, troisième procédé, déplacer un élément, le mettre en début de phrase pour attirer l'attention sur lui. Donc, encore un exercice, vous répondez dans le chat, reformulez cette phrase pour déplacer l'élément au début de la phrase. Donc, bien sûr, ça va être que les filles aient les mêmes capacités en maths, j'en suis sûr. Donc là, je vais mettre le verbe au subjonctif, hein, que les filles aient les mêmes capacités. Et si je veux parler correctement, alors je suis sûr, ça va, mais normalement, il faudrait employer le pronom en. C'est j'en suis sûr, hein, puisque je suis sûr de quelque chose. Donc, il vaut mieux utiliser le pronom ici. Voilà. Quatrième procédé, une construction qui est très, très intéressante pour mettre en valeur un argument, c'est la construction avec si dans la première proposition et ensuite une deuxième proposition avec c'est. En général, on l'emploie pour mettre en valeur la cause ou le but. Alors, vous savez qu'en français, le mot si, hein, a beaucoup, beaucoup de sens. Le sens le plus courant qu'on utilise, hein, c'est le sens de condition ou d'hypothèse.
Mais ici, si n'a pas du tout de sens particulier, il sert seulement à introduire la première partie, donc ici à introduire la conséquence, pour mettre en évidence la cause dans la deuxième partie. Donc, par exemple, si les Français hésitent à acheter des voitures électriques, c'est qu'elles sont encore trop chères. Donc, mise en évidence de la cause, elles sont trop chères. Je peux dire c'est parce qu'elles sont trop chères, mais je peux également dire de façon plus formelle, je peux enlever parce et dire seulement c'est qu'elles sont encore trop chères, hein, pour s'exprimer de manière un peu plus formelle. Donc, allez-y, dans le chat, reformulez donc cette phrase en utilisant la construction si et c'est. OK. Si les jeunes préfèrent travailler au bureau, c'est afin de construire du lien social. Et vous voyez ici qu'on a un but, hein, ici, plutôt qu'une cause, hein. Ici, on met en valeur le but, hein, dans quel but les jeunes préfèrent travailler au bureau. Donc, c'est pour construire du lien social. Donc, construction avec si et c'est très intéressante pour mettre en valeur donc principalement une cause ou un but, hein. C'est pour dire que c'est cette cause précisément et pas une autre. Alors, le cinquième procédé, alors là, pour terminer, hein, avec les procédés syntaxiques, ça va être de varier les formes de phrases. Alors là encore, hein, c'est quelque chose que je ne vois pas beaucoup chez les candidats, hein, qui utilisent très souvent des phrases simplement affirmatives, alors qu'une manière de convaincre quelqu'un, c'est de varier les formes de phrases. Donc, par exemple, impérative, interrogative, infinitive ou bien impersonnelle, etc., hein. Par exemple, dans vous voyez la première phrase, au lieu d'utiliser un simple par exemple, je peux attirer l'attention de l'interlocuteur en utilisant un impératif, hein. Par exemple, donc prenez le cas des exceptions du participe passé. Un autre exemple qui est aussi très intéressant, c'est pour introduire une conséquence. C'est pourquoi il est nécessaire de vérifier les informations. Je vais le reformuler avec l'adverbe d'où. Alors, l'adverbe ici, d'où, ce n'est pas pour poser une question de lieu, hein, c'est pour introduire une conséquence. Alors, vous voyez que cette phrase sans verbe, avec une intonation marquée également, elle va avoir beaucoup plus de poids, elle va exprimer de façon beaucoup plus forte l'idée de conséquence ici, en la montrant de façon comme évidente et indiscutable, hein. Voilà, donc pensez à varier, hein, les différents types de phrases. Prenons un exemple. Ici, je ne suis pas certain que les jeunes lisent moins qu'avant. Dans cette phrase, on énonce un doute de façon très simple. Je ne suis pas certain que. Il y a un autre moyen, beaucoup plus efficace, d'exprimer un doute en français. Est-ce que vous pouvez me dire lequel? Et est-ce que vous pouvez reformuler cette phrase donc, dans le panneau de discussion? Il y a plusieurs personnes qui ont trouvé, hein, ce que j'attendais. C'est qu'un bon moyen d'exprimer le doute en français, c'est d'utiliser une question. Et généralement, cette question, elle va commencer par mais, hein. Et puis, pour la renforcer, je vais utiliser l'adverbe vraiment ou réellement, etc. Donc, il est clair ici que ce n'est pas une vraie question, hein, qui attend une réponse, mais c'est une manière d'attirer l'attention, d'exprimer avec plus de force un doute sur quelque chose. Bien. On a terminé avec les procédés grammaticaux, hein, syntaxiques, et
Une autre manière aussi de renforcer les arguments, c'est d'employer des expressions verbales comme souligner. Alors, souligner s'emploie avec un complément d'objet direct. Alors, ça peut être un groupe nominal ou bien une proposition complétive, hein. Mais les verbes insister et les expressions mettre l'accent, attirer l'attention, ça, on va les utiliser avec la préposition sur. Prenez ces trois exemples. Je voudrais souligner que ce problème ne date pas d'hier, hein, ne date pas d'hier, c'est que le problème est ancien. Je voudrais mettre l'accent donc sur l'importance de la phonétique, donc sur avec un groupe nominal, mais je ne peux pas dire j'insiste sur que, hein, l'intelligence. Si j'ai une proposition ensuite avec un verbe, je vais utiliser donc la formule j'insiste sur le fait que l'intelligence artificielle représente une menace pour nos emplois. Donc, j'insiste sur le fait que. Donc, sur suivi d'un nom ou sur le fait que avec une proposition qui contient un verbe. Alors, cette initiative émane des élèves eux-mêmes, pardon. Émane ici veut dire hein, venir d'eux, hein, ça exprime une origine. Reformuler donc cette phrase en utilisant une des expressions verbales qui sont disponibles. On pourrait notamment donc utiliser j'attire votre attention sur le fait que, hein, ici on dira plutôt j'attire votre, hein, votre attention sur le fait que cette initiative émane des élèves eux-mêmes. Donc voilà pour les 6 procédés grammaticaux et lexicaux qui vont permettre de renforcer les arguments en variant les formulations. Maintenant, je vous propose un petit bonus. Un autre moyen de renforcer des arguments, c'est d'employer des expressions idiomatiques. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, hein, le terme d'expression idiomatique, hein, mais ce qu'on appelle une expression idiomatique, c'est une expression qu'on n'emploie pas mot à mot, hein, qu'on n'emploie pas au sens propre. Quand vous voyez ici jeter l'argent par les fenêtres, jeter l'argent par les fenêtres, c'est le dessin ici représente le sens propre, mais il faut comprendre cette expression, il faut l'employer dans un sens figuré. Donc, jeter l'argent par les fenêtres, ça veut dire dépenser trop d'argent inutilement, hein, pour rien. Voilà ce que c'est une expression idiomatique. Donc, idiomatique parce que c'est spécial à une langue. Souvent, on ne peut pas la traduire mot à mot, hein, il faut trouver un équivalent. Et ça fait partie d'une culture, hein. Et ce genre d'expressions sont particulièrement intéressantes pour renforcer des arguments, parce que ce sont des expressions qui sont souvent précises et surtout très imagées, hein. Alors, je vous propose des exemples d'expressions idiomatiques. Alors là, je vous propose un exercice un petit peu différent. Vous avez sur la colonne de gauche les expressions idiomatiques et à droite les définitions, hein, le sens. Et donc, vous associez les expressions au sens correspondant. Alors, regardons ça ensemble. Donc, monnaie courante, hein, veut dire habituelle. Alors, monnaie courante, c'est une expression qu'on utilise comme adjectif, qui est très intéressante parce qu'elle va le permettre de caractériser, de définir une situation qui est habituelle. Alors, deux outre mesure, c'est avec excès. Voilà une expression intéressante qui permet donc de critiquer
hein, quelque chose qui est excessif, hein, dans une quantité, par exemple, qui est excessif. Outre, hein, outre veut dire au-delà de, et la mesure, c'est ce qui est raisonnable, hein. L'expression 3 avec A est une expression intéressante pour quand on veut structurer un exposé, par exemple. Si j'apporte des informations avant d'aborder le point essentiel, hein, je peux dire donc avant d'entrer dans le vif du sujet, donc avant de commencer sur le point le plus important. La quatrième est une expression intéressante pour exprimer un accord, par exemple dans le débat avec le jury. C'est quand on est d'accord sur un point seulement. On n'est pas d'accord sur tout ce que dit le jury, sur toute son opinion, mais sur un point particulier. Donc, on va dire suivre sur ce plan. Je vous suis sur ce plan. L'expression 5 à double tranchant, donc positif et négatif en même temps. Alors ça, c'est intéressant, par exemple, pour critiquer une solution. Alors, vous voyez que si je dis cette solution est positive et négative en même temps, c'est pas très, très joliment formulé, c'est pas très intéressant. Par contre, ça va être beaucoup plus intéressant si je la qualifie comme à double tranchant, hein. À double tranchant, on va l'utiliser comme adjectif. Alors, donc, le mot à mot, hein, c'est, vous savez, le tranchant d'un couteau, hein, vous avez le tranchant d'un couteau, et quand j'ai un double tranchant, hein, donc un couteau qui coupe des deux côtés, hein, c'est ça, à double tranchant. Et la dernière expression, donc, prendre le mal à la racine d'un arbre, hein, vous connaissez. Donc là, ici, hein, ça va être traiter un problème à son origine. Alors là aussi, expression intéressante dans une argumentation pour proposer une solution, hein, pour proposer de traiter le problème dès l'origine et pas sur des petites causes intermédiaires qui ne sont pas importantes. Voilà. Pour prendre des exemples sur ces expressions, quand même, ça serait intéressant de les voir en contexte. Je vous propose un dernier exercice où là, vous allez compléter, hein, avec les expressions que nous venons de voir. Donc, vous complétez les phrases. Bien, donc dans la première phrase, hein, vous voyez que l'intelligence artificielle peut être efficace pour certains emplois, mais elle va supprimer d'autres emplois, hein. Donc, on a un aspect positif et un aspect négatif. Donc, bien entendu, la bonne expression ici, c'est à double tranchant. Une technologie à double tranchant, donc vous voyez, on utilise ça de manière adjectivale, hein, comme un adjectif. Dans la deuxième phrase, bon, c'est un phénomène bien connu de tous, hein, le partage des comptes sur Netflix donc, est devenu monnaie courante, hein. Donc, il y a énormément de gens qui partagent les comptes pour faire des économies. Dans la troisième phrase, alors il fallait attention de bien, c'est avant d'entrer, hein, puisque ici, vous avez, c'est avant de. Bien. Donc là, hein, pour structurer un exposé, par exemple, je vais donner une définition avant de présenter mes arguments, donc avant d'entrer dans le vif du sujet. Et la quatrième phrase, intéressant dans un débat, hein, lorsque vous affirmez quelque chose, hein, donc on ne peut pas changer les mentalités, je ne vous suis pas sur ce plan, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord sur cet aspect en particulier que je viens de rappeler. Si les expressions idiomatiques comme ça, si ça vous intéresse d'aller plus loin, hein, j'ai fait un livre, hein, sur les expressions pour argumenter. Donc, spécialement sur ça, hein, il y a 200 expressions. Et puis, donc, ils sont classés en fonction de l'utilisation possible, donc pour expliquer des causes, pour débattre, pour exprimer une opinion, etc.
Et puis, bon, des expressions, vous pourrez en trouver pas mal sur Internet, mais ce qui est particulier dans le livre aussi, c'est que je propose un gros, gros cahier d'exercices, hein, qui permet de pratiquer ces expressions. Donc, ça, c'est quand même beaucoup plus rare. Voilà. Donc, je vous remercie